diagenèse, qui est donc la formation donc des roches argileuses. C'est bon. Donc pour la formation donc de l'argile, donc les argiles ce sont des roches sédimentaires. Et comme tout processus donc de formation, donc les roches sédimentaires donc naissent à partir donc des phénomènes, donc phénomènes d'altération, transport, dépôt et diagenèse. Mais dans ce processus-là, donc il peut arriver à un certain moment où il manque donc le transport. Donc dans certains cas, il peut ne pas y avoir donc de transport. Comme aussi, il peut ne pas avoir aussi donc de diagenèse. Mais dans tous les cas, donc les roches sédimentaires se forment à partir donc de ce processus-là, altération, transport, dépôt et diagenèse. Et dans le cas donc des argiles, donc les agents de transport, donc non les agents d'altération, donc il peut y avoir donc des agents d'altération physique, comme les racines d'arbres, comme le phénomène de gel et de dégel, mais aussi l'activité humaine, mais aussi le vent ou bien la pesanteur. Donc ça, ce sont des agents physiques, donc qui peuvent attaquer la roche et fragmenter la roche et libérer donc des particules. Il y a aussi donc une altération physique. Donc l'altération physique est due par ces agents physiques-là que j'ai cité tout à l'heure. Donc si on prend l'exemple donc de cette roche-là qui est en photo, donc vous avez une roche mère donc qui est attaquée donc par les racines d'arbres. Vous voyez que les racines d'arbres là ont commencé à attaquer donc la roche mère au niveau de la partie supérieure. Donc ici vous voyez que les racines altèrent physiquement la roche. Donc cela crée donc au fil des années donc des fractures donc qui cassent la roche. Donc quand la roche est fissurée, donc il y a certaines particules qui vont se libérer. Et sous l'effet de la dégradation, donc les racines d'arbres donc qui continuent leur action, donc ces fragments-là qui se libèrent donc pour devenir encore de plus en plus petits. C'est ça qui va donner donc des sables. Et ces sables-là, ce processus-là peut continuer donc suivant des milliers d'années. Et dans ce cas-là, donc ces sables-là peuvent se fragmenter donc pour donner des particules plus fines. Et ces particules-là donc vont constituer donc ce qu'on appelle donc des argiles. Donc ça c'est un exemple d'altération physique. Vous voyez que au niveau de la partie supérieure, vous voyez qu'il y a donc des éléments plus fins qui se sont formés à partir donc de la dégradation de la roche mère. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle aussi l'altération chimique. L'altération chimique est due par l'eau. Par exemple, l'eau de pluie ou bien n'importe quelle eau qui attaque une roche mère. Donc, il y aura donc des phénomènes chimiques qui vont se produire entre l'eau et la roche mère. Et dans ce cas-là, ces phénomènes chimiques-là, donc l'eau va attaquer la roche et a tendance à libérer donc certains minéraux de la roche. Et ces minéraux-là peuvent subir une transformation sur place, ou bien ces minéraux-là peuvent être transportés, et tout au long du transport, donc il y aura donc des transformations chimiques, et même au niveau, lorsque ces particules se déposent, et qu'il y a toujours présence d'eau, donc ces minéraux-là peuvent aussi continuer à être attaqués chimiquement. Et dans ce cas-là, il peut y avoir donc la formation donc de minéraux argileux. Donc dans tous les cas, donc c'est la roche mère qui est attaquée. Et une fois que la roche mère est attaquée, donc cette roche mère-là va libérer donc des fragments. Et ces fragments-là vont continuer à être attaqués. Et de ce fait-là, donc les particules qui se libèrent sont attaquées à nouveau, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait formation donc d'une partie très fine. Donc de diamètre compris entre 2 et 5 micromètres, comme on l'a dit tout à l'heure. Et dans ce cas-là, donc vous aurez une roche argileuse. Voilà. Donc je vais essayer donc d'aller au niveau du deuxième diapositive. Donc pour vous montrer donc l'altération chimique. Donc pour ce qui concerne l'altération chimique, donc c'est l'eau de pluie. Donc quand il y a la pluie qui descend, donc la roche mère, donc il peut y avoir ce qu'on appelle donc le lessivage de la roche mère par infiltration. Donc quand vous voyez ici l'image 1, donc on voit nettement que l'eau de pluie attaque la roche et que cette roche mère là a été fracturée, donc soit par des phénomènes, les agents qu'on a cités tout à l'heure. Donc cette eau va attaquer chimiquement les particules.
Donc, lorsque la taille des particules donc, le permet, elles peuvent éventuellement être transportées donc, par les eaux de ruissellement. Dans ce cas-là, si les particules sont lourdes, donc l'eau ne peut plus les transporter, mais le phénomène continue sur place. Mais dans tous les cas, donc vont continuer, donc la roche-mère va subir donc ces phénomènes-là, et que l'eau continue à attaquer donc la roche et les éléments vont se transformer. Mais quand vous prenez donc certaines roches, donc par exemple quand vous prenez le cas donc d'une roche que l'on appelle granit, qui est constituée donc de plusieurs minéraux, par exemple il peut y avoir donc du quartz, du feldspath, etc. Mais les minéraux, donc la réaction de ces minéraux par rapport à l'agent, par exemple l'agent chimique ici qui est l'eau, va être différent parce que les quartz sont plus durs que les feldspaths. Et lorsqu'il y a altération chimique, en général, donc les feldspaths peuvent se transformer donc, pour donner des argiles. Mais les quartz, comme sont très résistants, donc ils ne vont pas réagir de façon chimique donc, avec l'eau. Et dans ce cas-là, c'est lorsque, par exemple, quand vous prenez le cas donc, des sables argileux ou bien de l'argile sableuse, quand vous regardez de façon macroscopique, vous voyez que les grains de quartz sont nets. Vous pouvez le regarder, vous pouvez le voir. Mais par exemple, les éléments qui sont noirs, etc., donc ce sont les minéraux de la roche qui étaient sensibles ou bien qui étaient facilement altérés. Donc, que ce sont ces éléments-là qui se sont transformés donc, pour donner les argiles. Mais les minéraux donc, qui sont résistants, par exemple le cas du quartz, donc qui a une dureté très élevée, donc ces minéraux-là donc, ne vont pas subir donc l'altération chimique. Et une fois que l'argile est formée, donc ces minéraux-là vont accompagner donc les minéraux argileux. Donc c'est la raison pour laquelle donc dans certaines roches, vous voyez donc certains minéraux donc qui restent intacts. Mais d'autres minéraux comme les feldspaths, les micas, donc ce sont des minéraux qui sont très facilement altérables. Et dans ce cas-là, ce sont ces minéraux qui vont donner donc la structure donc de la roche. Voilà. Donc ici, je vais vous montrer ici l'exemple d'une altération. Donc ça va un tout petit peu perturber, mais c'est pas grave. Donc vous voyez ici donc l'exemple donc de phénomène donc de lessivage ou bien de phénomène de ruissellement. Donc vous voyez que la roche-mère est dégradée au niveau de la partie supérieure. Donc quand il y a donc le phénomène de ruissellement, donc les eaux de ruissellement peuvent transporter donc les débris qui se sont libérés à partir de la roche-mère. Et ces débris-là sont transportés et déposés. Donc vous voyez au milieu, il y a une sorte de vase où on montre l'exemple donc de la boue qui est un tout petit peu noire et des éléments qui sont un tout petit peu grossiers en bas. C'est ça qui constitue donc les minéraux donc qui sont résistants. Donc ça peut être du quartz, etc. Et ils vont se fragmenter en quelque sorte, mais leur altération, donc il n'y a pas d'altération au niveau donc de ces minéraux-là qui sont très résistants. Donc ici vous voyez, donc ce sont ces minéraux-là qui forment les sables. Et la partie qui est marron, donc ce sont les minéraux qui se sont transformés sous l'effet donc de l'attaque de l'eau, donc sous l'effet de l'altération chimique, et vous aurez donc de la boue qui n'est rien d'autre que de l'argile. Donc vous voyez que ce phénomène-là peut continuer. Par exemple, les eaux de ruissellement vont transporter les minéraux au niveau donc de ce fleuve-là. Ensuite, à partir du fleuve, donc les minéraux peuvent continuer à voyager donc jusqu'au niveau de la mer. Donc raison pour laquelle donc dans chaque étape, vous pouvez avoir donc une roche argileuse donc qui sera différente donc de la roche argileuse que l'on retrouve au niveau donc de 2 km ou bien tant de mètres après. Parce que au fil du temps, donc il y a des modifications ou bien il y a des altérations physiques et chimiques qui continuent. Raison pour laquelle, lorsque vous avancez, donc par exemple quand vous êtes au niveau de la mer, donc au niveau du plage, donc vous voyez des grains qui sont grossiers. Donc ces éléments-là donc ne sont pas transportés parce qu'ils sont lourds. Mais quand vous avancez, etc., ou bien quand vous entrez en profondeur au niveau de la mer, vous voyez que les transformations continuent à agir au niveau de la roche et vous aurez donc plus vous avancez dans la mer ou bien plus vous avancez donc dans un bassin d'eau, vous voyez que au milieu ou bien en profondeur, les argiles que vous aurez donc vont être beaucoup plus fins que les argiles que vous aurez donc à des mètres en arrière, etc. Donc dans ce triangle-là, donc j'ai montré l'exemple. Bon, parce qu'il y a une variété donc de
de roches argileuses, ou bien il y a une variété donc d'argile. Et cette variété-là est due d'abord à la nature de la roche-mère. Par exemple, quand vous prenez donc le basalte, quand il s'altère pour donner de l'argile, donc l'argile que vous aurez donc à partir du basalte, ça peut être donc de la smectite. Mais quand vous prenez par exemple une granite, donc les granites en général donnent de la kaolinite, etc. Donc la nature donc des minéraux argileux ou bien de l'argile dépend d'abord de la roche-mère, mais aussi de la topographie. Par exemple, l'argile que vous aurez au niveau des sommets donc va être différente donc de l'argile que vous aurez au niveau des cuvettes. Donc la topographie va jouer un rôle très important. Mais aussi le climat. Le climat et aussi le degré d'hydrolyse. Donc quand l'hydrolyse est très forte, donc il y a des minéraux qui se forment donc à ce stade-là. Par exemple la kaolinite, gypse, amorphe, etc. Mais quand l'hydrolyse est faible, donc vous pouvez avoir donc de l'argile qui se forme comme l'hydre ou bien la chlorite. Mais aussi il y a l'effet chimique. Donc que ce soit la roche mère acide ou bien basique, donc il y a différents types de roches qui se forment. Donc ce qui montre que la variété de roches argileuses dépend donc de ces paramètres-là, raison pour laquelle on a une vingtaine ou bien une centaine d'argiles, de types d'argile. Voilà, ce sont ces éléments-là qui définissent en quelque sorte donc la roche, donc l'argile qui va être formée donc à partir donc de la roche mère donnée, ou bien à partir de la topographie, ou bien à partir donc du degré d'hydrologie. Donc ce sont ces éléments-là que j'ai apportés donc pour vous donner en quelque sorte l'altération ou bien la genèse donc des argiles. Donc même cette partie-là pouvait être comment dirais-je donc lors de cet exposé, parce qu'on peut parler beaucoup de choses au niveau de cette partie-là. Voilà. Donc ça c'était pour la genèse donc des argiles. Ensuite, nous allons attaquer ce qu'on appelle donc la minéralogie. Donc, on a parlé de la définition, de la formation. Donc, on va parler donc de la minéralogie. Et cette minéralogie-là va jouer un rôle très important donc dans le phénomène donc du gonflement. Donc, pour la minéralogie, les minéraux argileux sont des silicates hydratés. Donc, il s'agit généralement donc des silicates d'alumine, mais parfois donc des silicates de magnésium, dont la structure feuilletée permet de les ranger donc dans la famille des phyllosilicates. Donc la famille des phyllosilicates, donc quand j'espère que vous avez fait la géologie avec un professeur DGSEC, donc il y a ce qu'on appelle donc les phyllosilicates, etc. Les osilicates, etc. Donc les phyllosilicates, donc ce sont des roches où les minéraux se déposent sous forme de feuillets. Donc il y a un agencement donc sous forme de feuillets. Donc les argiles donc font partie donc de cette famille, donc la famille des phyllosilicates. Donc les conditions dans lesquelles cette dégradation a eu lieu, ainsi que l'état d'avancement de cette dégradation, peuvent expliquer donc la grande diversité. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure au niveau donc du triangle. Donc ce qui explique donc la diversité donc des argiles dans le monde. Donc pour étudier la minéralogie, donc nous allons étudier donc les unités, donc les différentes unités qui constituent l'argile. Donc l'unité élémentaire, on peut dire, c'est le feuillet. Donc le feuillet est considéré donc comme une superposition donc de plans ioniques organisés suivant deux types de couches. Donc il y a ce qu'on appelle donc les tétra, donc la couche tétraédrique, donc de formule SiO4, et dont l'épaisseur est de 3 Å, et la couche octaédrique, donc de formule générale qui peut être associée à de l'aluminium ou bien de magnésium. Donc pour l'aluminium, donc la formule c'est A2OH6, ou bien pour le magnésium, donc c'est Mg3OH6. Donc le feuillet, donc c'est l'unité élémentaire. Donc il n'y a rien d'autre qu'une superposition donc de plans ioniques. Donc que ce soit les roches, toutes les roches se sont constituées donc par des éléments chimiques. Donc la superposition donc de ces éléments chimiques là, donc de ces plans ioniques, c'est ça qui constitue donc le feuillet, donc qui est l'élément de départ. Ensuite, une fois que vous avez les feuillets, donc lorsque plusieurs feuillets se superposent, donc vous aurez ce qu'on appelle donc la particule. Donc la particule, donc qui est un empilement donc de feuillets. Voilà.
Donc, je vais vous montrer donc les plans ioniques. Donc, quelques plans ioniques. Donc, ici, donc, j'ai dit que le feuillet, donc, c'est un empilement donc, de plans ioniques qui peut être une couche tétraédrique ou bien une couche octaédrique. Donc, quand vous avez une couche tétraédrique, donc vous avez le silicium donc, qui est entouré donc, par de l'oxygène. Donc, c'est ce que vous avez donc, à gauche. Ensuite, à droite, donc, vous avez donc, soit de l'aluminium ou bien du magnésium, donc, qui est entouré par l'ion hydroxyle, OH. Donc, ça, c'est le cas donc, des tétraèdres. Donc, soit l'unité est constituée d'octaèdres et de tétraèdres. Donc, et c'est l'empilement donc, de ces couches-là qui va vous donner ce qu'on appelle donc le feuillet. Imaginez que vous avez ce plan-là de tétraèdre donc, qui se superpose donc, au-dessus donc, de l'autre plan octaédrique. Donc, dans ce cas-là, donc, vous aurez un feuillet. Et lorsque ces feuillets-là, lorsque vous avez un agencement de plusieurs feuillets, c'est à ce moment-là donc vous aurez donc la particule. Donc, la particule, appelée aussi cristalline ou tactoïde, donc est un empilement, une superposition donc, de feuillets d'argile, suivant différentes configurations qui peut atteindre donc une taille maximale donc, de 2 micromètres. Ensuite, il y a l'agrégat. Donc l'agrégat n'est rien d'autre qu'un assemblage donc, désordonné entre les particules. Donc quand vous avez plusieurs particules qui se regroupent donc, de façon désordonnée, c'est ça qu'on appelle agrégat. Donc le premier élément, donc, c'est le feuillet. Donc, vous avez des plans ioniques qui vont se superposer pour donner le feuillet. Donc quand vous avez plusieurs feuillets qui se superposent, donc vous aurez ce qu'on appelle donc la particule. Et lorsque vous avez donc un assemblage donc, de particules donc, de façon désordonnée, donc c'est ça qu'on appelle agrégat. Mais ce qu'il faut noter ici, dans les agrégats, il peut y avoir donc des éléments qui ne sont pas argileux. Vous voyez ici, donc au niveau donc, de la photo en bas, vous voyez donc la particule argileuse qui est sous forme de baguette, qu'on appelle infrastructure. Ensuite, l'agrégat, vous voyez que vous avez donc des baguettes là, donc ce sont les particules, mais à l'intérieur, donc il y a des éléments qui ne sont pas argileux, non argileux. Donc c'est ça qu'on appelle donc la microstructure. Ça, vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu. Mais l'autre partie, donc, ce sont la macrostructure, qui est un assemblage d'agrégats. Donc, lorsque plusieurs agrégats donc, se ressemblent, c'est ça qu'on appelle la macrostructure. Ça, vous pouvez donc le voir à l'œil nu. Donc, ça, ce sont ces éléments-là. Donc, si vous comprenez ces éléments-là, lorsque vous faites des observations microscopiques, donc vous allez voir pour n'importe quel type d'argile. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça que ça va se structuré. Donc, voilà, je vais faire la même chose, mais c'est pas grave. Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Donc ici, je montre ici donc l'exemple donc comme on dit que oui, si vous pouvez couper votre micro. Voilà. Donc ici, je vais montrer donc ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, le feuillet. Vous avez ici en premier donc la kaolinite. Donc, vous avez la superposition donc d'un tétraèdre et d'un octaèdre. Donc, qui constitue un feuillet. Ensuite, un autre tétraèdre et un autre octaèdre qui va constituer donc le deuxième feuillet. Ensuite, l'espace entre les deux feuilles, c'est ça qu'on appelle l'espace interfoliaire. Donc, c'est au niveau de cet espace-là que va s'introduire l'eau. L'eau, c'est qu'il y a donc infiltration d'eau. Donc, c'est qu'il y a présence d'eau. L'eau a tendance à entrer au niveau donc de cet espace-là. Vous voyez que la kaolinite, l'espace interfoliaire est très petit par rapport à la momorélanite ou bien par rapport à l'élite. Donc, ce qui explique en quelque sorte que la kaolinite va être moins gonflant par rapport à l'élite ou bien par rapport à la momorélanite. Donc, l'aspect chimique déjà peut vous donner une idée sur l'aspect gonflant donc, de la roche. Vous voyez, vous avez ici donc l'élite qui est constitué donc le feuillet est constitué donc de trois plans ioniques. Vous avez tétraèdre, octaèdre et en bas tétraèdre. Ensuite, vous avez l'espace interfoliaire et vous répétez la même chose, tétraèdre, octaèdre, tétraèdre. Et c'est ça qui va constituer donc cette particule-là.
Et au niveau de l'espace interfoliaire, donc vous avez la présence donc de cation K, le potassium. Ensuite, vermiculite, donc vous voyez donc la superposition. Ensuite, momelulénite, chlorite, etc. Et vous voyez que pour ces derniers éléments-là, à chaque fois, donc, il y a un élément cation, ou bien plusieurs éléments cation qui sont à l'intérieur donc, de l'espace interfoliaire. Et ces éléments-là aussi vont jouer un rôle déterminant au niveau donc, du gonflement donc, des jardies, ou bien au niveau donc, du mécanisme donc, qui va favoriser ou bien qui va déclencher donc, le gonflement. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, donc de façon, donc la chimie, je ne sais pas, donc c'est le feuillet qui est l'élément principal, qui n'est rien d'autre qu'une superposition de plans ioniques. Donc les plans ioniques peuvent être soit du tétraèdre, soit de l'octaèdre, donc qui vont se superposer donc pour donner le feuillet. Et entre deux feuillets, donc il y a ce qu'on appelle l'espace interfoliaire qui va jouer un rôle déterminant. Et au niveau de ces espaces-là, il peut y avoir donc la présence donc de cations aussi. En bas, donc pour les images qui sont en bas, donc ce sont des minéraux qui sont sous forme de fibres. Donc, les minéraux qui sont en haut, donc c'est sous forme de feuilles, mais en bas, donc ce sont des minéraux qui sont sous forme de fibres. Par exemple, le cas donc des sépiolites, donc qui est une genre de niadio, j'ai fait des tests de la chlorine qui est altérée. Mais donc c'est l'élément argileux. Donc, pour de montrer la structure, l'aspect fait et ou bien l'aspect sous forme de fibres, donc des minéraux argileux. Ensuite, nous allons voir donc les différents, donc l'interaction entre l'eau et les argiles. Il peut y avoir donc des liaisons, on appelle des liaisons hydrogènes, donc les liaisons hydrogènes. Ensuite, il peut y avoir aussi donc des liaisons donc de Van der Waals. Donc les liaisons de Van der Waals, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle l'hydratation. Voilà, je vais montrer ça. Toutefois, je vais arrêter et revenir. Donc il y a l'hydrolyse, donc des liaisons hydrogènes. Donc pour les liaisons hydrogènes, en effet, donc les atomes d'oxygène donc sont susceptibles d'attirer donc les pôles positifs de la molécule d'eau. Donc quand vous prenez votre molécule d'eau, il y a un pôle positif. Et donc les atomes d'oxygène, donc les atomes d'oxygène, par exemple quand vous avez des tétraèdres, donc il y a des atomes d'oxygène donc qui entourent le silicium. Et ces atomes d'oxygène là sont chargés négativement. Donc lorsqu'il y a contact avec l'eau, ces atomes d'oxygène ont de la molécule d'eau. On a donc des liaisons hydrogènes. Donc pour les liaisons donc, de Van der Waals, donc du fait de la charge diffuse du feuillet, donc les argiles donc sont constitués par une superposition donc de feuillets. Mais au niveau des feuillets, il peut y avoir donc des charges diffuses, donc et qui ont une tendance à attirer. Donc ils présentent une certaine électrostatique, une certaine attirance donc aux autres ions. Donc au niveau de ces feuilles-là, donc il peut y avoir des zones où se manifeste donc l'effet d'attraction donc des molécules d'eau qui peut être donc des charges positives. Donc et pendant ce temps-là, donc au niveau de ces surfaces-là qui présentent donc des charges négatives, ont tendance à attirer donc les molécules d'eau qui sont chargées positivement. Et dans ce cas-là, l'espace donc entre les feuillets commence à s'écarter parce que donc les parties supérieures donc de l'argile chargées négativement attirent donc les charges positives du molécule d'eau et l'eau pénètre et entraîne un écartement
donc au niveau donc de l'espace interfoliaire. Donc ce qui peut donner donc le gonflement donc de l'argile. Donc il y a plusieurs types de liaisons. Il y a aussi ce qu'on appelle, je ne l'ai pas énuméré ici, il y a l'attraction par osmose, mais aussi il peut y avoir voilà l'hydratation. Donc l'hydratation n'est rien d'autre que les cations qui sont au niveau de l'espace interfoliaire. Par exemple, quand vous avez donc le potassium ou bien le calcium au niveau de l'espace interfoliaire, donc ces éléments-là peuvent aussi attirer les molécules d'eau. Par exemple, les cations sont chargés positivement, donc ils peuvent attirer donc les molécules d'eau qui sont chargées négativement et ils vont l'entourer. Et l'ensemble va constituer ce qu'on appelle donc des polyèdres de coordination. Donc au niveau de l'espace interfoliaire, les cations qui sont présents aussi ont tendance donc à être associés avec l'eau. Ça donne donc des polyèdres de coordination. Et ces polyèdres de coordination vont jouer aussi un rôle très déterminant que je vais vous montrer ici après. Voilà. Donc ce schéma-là, j'espère que je ne l'ai pas mis ici. Mais c'est un schéma très intéressant. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc c'est au niveau donc de l'espace interfoliaire que vous aurez ces différents éléments-là. Voilà, je vais faire la même chose. C'est bon. Non. Vous ne voyez pas? Non, jusqu'à présent, il n'y a pas de schéma. D'accord, je vais faire. C'est bon. Donc vous voyez ici que vous avez deux feuillets. Donc les deux feuillets, donc et à l'intérieur, donc il y a ce qu'on appelle l'espace interfoliaire. Vous avez ici tout à fait à gauche, vous avez donc une molécule d'eau qui est donc attirée donc par ce feuillet-là qui est chargé négativement. Donc à chaque fois donc les pôles positifs donc sont attirés donc par les charges négatives donc du feuillet. Donc, vous avez ici une liaison d'hydrogène. Ensuite, pour l'autre partie, donc vous voyez au niveau donc du feuillet, il y a un espace qui est un tout petit peu. Il y a ce plan-là blanc, donc il a tendance à attirer donc les molécules d'eau. C'est ça qu'on appelle donc des liaisons de Van der Waals. Donc ce sont des zones qui sont très actives donc à l'attraction donc des molécules d'eau. Donc c'est ça qu'on appelle donc des liaisons donc de Van der Waals. Ensuite, donc ce qui est le vert là, donc c'est un cation. Donc vous voyez que ce cation là, donc il y a des molécules d'eau qui sont entourées, qui entourent ce cation là. Et l'ensemble va constituer ce qu'on appelle donc des polyèdres de coordination. Donc le rôle des polyèdres de coordination, donc imaginez que vous avez ici plusieurs molécules d'eau et que ces molécules d'eau ont tendance à tourner leur pôle positif au niveau donc des surfaces. Donc il peut y avoir peut-être dans certains cas où il y aura une affrontation entre donc des pôles ou bien des molécules des mêmes charges. Donc le rôle donc du polyèdre de coordination, c'est d'éviter ça. Donc lorsque donc il y a une juxtaposition donc des molécules de même charge, donc ça donc chimiquement donc ça peut ne pas exister. Donc pour éviter ça, donc ce sont les polyèdres de coordination donc qui vont entrer donc pour éviter donc que ces charges-là soient adjacentes. Donc une charge négative donc en face d'une charge négative. Donc les polyèdres de coordination vont être au milieu pour qu'il n'y ait pas donc de charge négative donc côte à côte. Donc c'est ce rôle-là que va jouer donc les polyèdres de coordination. Donc au niveau de l'espace interfoliaire. Et ces polyèdres de coordination, ou bien la présence donc des cations, il y a certains cations qui sont favorables au gonflement, mais d'autres cations qui sont un tout petit peu réticents au gonflement. Raison pour laquelle, donc quand vous prenez le cas du calcium, donc le calcium que l'on retrouve dans la montmorillonite,
donc, et que la membrane est très gonflante, donc le calcium est plus susceptible au gonflement peut-être que le sodium, le Na. Donc ces éléments aussi sont très déterminants donc, dans l'étude donc, du gonflement donc, des roches. Voilà, donc ça ce sont des liaisons que j'ai énumérées ici. Voilà, il y a d'autres parties, moi je ne l'ai pas mis parce que ça prend du temps, comme l'osmose. Donc l'osmose aussi c'est très important. Voilà, donc ça ce sont les éléments chimiques que je vais énumérer. Voilà, on va attaquer un tout petit peu l'étude géotechnique et l'identification donc du retrait gonflement. Voilà, donc tout ce qu'on a fait, ça touche un tout petit peu donc, à la minéralogie, à la géologie, tout ça. Mais pour l'aspect géotechnique, donc comme vous le connaissez mieux que moi, donc avant donc de faire quoi que ce soit avec un sol, il faut d'abord l'amener au laboratoire et faire des essais là-dessus. Donc il y a des essais d'identification simples qu'on peut faire donc, au niveau donc, des argiles. Donc il y a plusieurs essais donc, qui sont très déterminants. Voilà, comme l'essai odorométrique, voilà, l'essai de bleu de méthylène, donc qui nous donne certaines informations donc au niveau des argiles. Ensuite, une fois que les essais donc sont faits, donc on peut faire une classification. Donc procéder à une classification convenable des sols gonflants sous-entend que les paramètres géotechniques représentatifs du gonflement sont connus. Donc toute la difficulté réside dans la détermination donc, de ces paramètres. Donc dans la pratique, on considère le plus souvent donc, la pression et l'amplitude du gonflement. Donc pour les sols argileux, donc ce qui nous intéresse, donc ce qui intéresse donc les gens donc qui veulent construire donc sur des sols argileux ou bien et donc qui veulent faire des études là-dessus. Donc les deux paramètres, la pression et l'amplitude du gonflement, donc ce sont ces deux paramètres qui sont les plus importants. Donc une fois que les essais d'identification sont réalisés, donc on peut commencer à faire des prévisions. Donc, il y a les études empiriques donc, qui utilisent donc les paramètres. Donc ces paramètres-là, on peut l'utiliser donc pour avoir une idée sur l'aspect gonflant donc de notre sol. Par exemple, une étude donc faite en 1979 par l'université de Texas a montré que l'on pouvait utiliser l'activité des argiles et de la capacité d'essence cationique en fait d'estimer indirectement la nature minéralogique des argiles donc dans le matériau. Donc à partir des essais, donc les études antérieures, donc que l'on appelle les études empiriques, on peut utiliser donc certains paramètres, que ce soit l'indice de plasticité, l'activité, tout ce que vous voulez, donc pour essayer d'avoir une idée, soit sur la minéralogie ou bien sur le degré de gonflement de la roche. Par exemple, ici, pour déterminer la capacité d'extraction chimique, par exemple, l'aptitude donc de votre cation fornique. Donc, ce sont des réacteurs argiles à attirer bien ou terminer à partir donc, du WL, qui est la limite de liquidité, qui est obtenu à partir de l'essai de limite. Donc, le CEC, coefficient d'essence cationique, c'est égal à WL, donc facteur de 1, donc 1,17. De même que l'activité de la capacité d'essence cationique peut être déterminée à partir du WL, qui est la limite de liquidité, sur le C2, le C, qui n'est rien d'autre que le pourcentage d'éléments fins, ou bien le pourcentage d'éléments inférieurs à 2 micromètres. Donc, une fois que vous avez donc ces éléments-là, on peut faire des démarches pour déterminer d'autres paramètres, donc de façon indirecte. On ne l'a pas déterminé de façon directe, mais on l'a déterminé donc de façon indirecte. Donc ça, ce sont les études empiriques. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on peut classer ou bien donner donc le nom, donner un nom à notre argile en connaissant donc l'activité donc de l'argile AC, donc l'activité qui est obtenue à partir de l'essai de bleu de méthylène,
mais aussi à partir donc du coefficient d'essence cationique. Donc à partir du coefficient d'essence du non, vous voyez. À partir de ce tableau, donc vous avez ici en note 6 l'activité AC et en ordre 1, vous avez donc un autre minéral, le coefficient d'essence cationique. Donc le coefficient d'essence cationique, on l'a calculé tout à l'heure. Donc vous venez, c'est comme sous forme d'abac, donc vous placez votre sol en question. Donc vous avez son AC et vous avez son CEC. Donc vous placez et vous aurez donc un nom approximatif de votre sol. Le EG c'est égal à ça multiplié par WR ou bien le moins. Voilà, 0,0007 de votre ensemble 33 multiplié par CTSC moins vous donne même de ces formules. Ça a une idée sur le gonflement libre. Mais ces formules-là, ce sont des formules empiriques. Donc ce ne sont pas des essais directs. Par exemple, l'essai de gonflement, donc l'essai odométrique, donc c'est un essai direct. Mais ça, à partir donc d'autres essais, on peut déterminer, on peut avoir une idée sur le gonflement. Voilà. Donc ce sont des formules empiriques. Donc je ne vais pas dire que ça vérifie à 100%, mais ça mérite d'être fait. Donc pour avoir une idée. Après, donc si vous pouvez faire donc des essais directs, donc j'espère que là-bas c'est mieux. Mais ça, et donc une fois que vous avez donc des essais au laboratoire, donc vous pouvez commencer à avoir une idée en utilisant donc ces formules empiriques là, donc qui peuvent vous donner certaines informations avant d'attaquer donc les essais directs. Voilà. Donc ensuite il y a la classification. Donc on peut faire une classification géotechnique, donc par méthode directe, donc du potentiel de gonflement. Donc une fois que vous avez donc les caractères, les essais, les résultats donc des essais de laboratoire, donc vous pouvez utiliser ces tableaux là. Donc pour ces tableaux, donc il y a certains qui utilisent un seul paramètre pour donner donc une idée sur le potentiel de gonflement. Vous voyez ici, on a utilisé donc le WS, donc limite de retrait. Donc quand c'est inférieur à 10, vous avez un potentiel de gonflement fort, entre 10 et 12 critique, supérieur à 12 donc faible. Ici on a utilisé l'indice de retrait, ici on a utilisé donc l'indice de plasticité, etc. Ici on a utilisé donc pour le tableau en bas, on peut utiliser 2 paramètres ou bien 3 paramètres. Donc les 3 premiers tableaux, on a utilisé un seul paramètre. Donc pour avoir une idée sur le potentiel de gonflement. Donc il faut l'aspect gonflant donc de votre sol. Voilà que les espaces sont dans ce tableau ici. Ici donc pour le dernier tableau, donc on a utilisé donc 2 paramètres, pression de gonflement WL et la teneur en élément fin, donc inférieur à 74%. Donc ça c'est le tamis 80 micromètres. Donc dans certains laboratoires, par exemple dans les laboratoires, donc dans les pays anglais, le tamis 74 micromètres, 80 micromètres. Donc 80 micromètres, 74 micromètres, c'est la même chose. Donc pour déterminer donc le pourcentage d'éléments inférieur à 74 ou bien 80 micromètres. Ensuite, la limite de liquidité et la pression donc de gonflement, ça va vous donner une idée donc sur donc le potentiel de gonflement qui peut être élevé, très élevé, moyen ou faible. Voilà. Donc il y a aussi des diagrammes ou bien des figures qui sont aussi sous forme d'abac. Donc on peut utiliser aussi donc pour donner une idée sur l'aspect gonflant. Donc et dans ce cas-là, on utilise toujours donc les mêmes paramètres, que ce soit l'indice de plasticité, soit l'activité, voilà. Mais dans tous les cas, on utilise donc les mêmes paramètres. Vous voyez ici, donc il y a de ces figures-là. Donc première figure, donc, vous avez en abscisse donc les teneurs en nature, qu'on appelle donc le C2. Ensuite, vous avez ici l'activité.
Ici, l'activité n'est rien d'autre que l'indice de plasticité qu'on a multiplié par le pourcentage d'éléments fins. Donc, c'est le IP multiplié par le C2 qui est en ordonnée et en abscisse. Donc, vous avez donc la teneur en eau. Donc, une fois que vous avez vos valeurs, donc vous placez la valeur au niveau donc, de cette tabac-là. Et lorsque donc, votre point se situe à quelques endroits d'ici, donc vous aurez quelle qualification vous allez donner à votre échantillon. Ici aussi, on a des teneurs en eau, en abscisse. Ensuite, donc, ici le pourcentage donc d'éléments faits. Ici, donc, et en donc vous avez l'indice de plasticité. Donc, je vois que je sais cette tabac-là, donc j'espère que vous l'avez une fois vu. L'indice de est la teneur. Non, l'indice de planète est la teneur en abscisse. Et vous pouvez avoir une idée sur l'aspect gonflant qui peut être faible, moins fort et très fort. Donc ici, donc, vous avez une courbe de William et Donald, donc, qui utilise donc la fraction argileuse en TIP. Donc c'est la même chose. Donc, c'est ordonné. Ce sont des abacs ou bien des tableaux. Connaissant donc, les résultats donc, des différents essais, donc, on pourra avoir une idée sur l'aspect gonflant ou bien la pression de gonflement ou bien le gonflement libre donc, de la roche en question, de l'échantillon en question. Donc, je vais attaquer donc, pour la dernière partie, donc les modèles de production. Donc, comme vous le connaissez, donc, au cours des dernières années, donc, la recherche tend vers à développer donc, des modèles de prédiction. Au lieu de dire que donc, à l'instant T, le sol se gonfle à temps, donc si on apporte de l'eau, etc., etc. Donc les gens maintenant ont tendance à essayer donc d'envisager le gonflement qu'il y aura peut-être dans 2 ans, dans 10 ans, etc., suivant la variation climatique. Donc, suivant la variation de la teneur en eau, suivant la variation de la scission, etc. Donc, la recherche donc tend vers ces types d'études-là.